Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 24 mai 1357, Londres exhibe ses décors de fête. Londres s'habille d'étoffes, exulte d'allégresse. Ses habitants en ont conscience, ils vivent un moment unique. Pour leur ville, pour leur royaume, pour la dynastie qui les gouverne, les Plantagenets, les regards fixent au cœur d'un cortège qui parcourt la ville la noble figure du roi de France, Jean II, qui avance sur sa belle monture à la robe claire, et derrière lui, le prince noir, le fils du roi d'Angleterre Édouard III, qui peut être fier dans ses atours sombres, et sur son cheval couleur de charbon, le prince noir. Cet ordre de préséance entre le roi valois et le prince plantagenet ne doit pas vous tromper, puisque celui qui savoure son triomphe en ce jour n'est pas du tout celui qui précède, mais celui qui escorte. Le prince noir revient de France en vainqueur, et le roi Jean qu'on fait défiler devant tout le monde n'est autre que son prisonnier. Jean de Vios, biographe de Jean II, nous dit: le maire de Londres, les bourgeois, les gens de métier mènent doucement le cortège à travers les rues. Pour la circonstance, les bouchers, les poulaillers, les poissonniers, les tailleurs ont déménagé leurs éventaires. Même les porcs, hôtes habituels des rues, ont été parqués. Il ne reste de la vie quotidienne qu'une odeur de tourbe et de fumier raclé à la hâte. Jean II n'a pas encore 40 ans à l'époque. On peut imaginer cet homme les traits un peu marqués, si l'on en croit un portrait probable du temps, doté d'un nez volontaire et de cheveux portés mi-longs. Et il doit autant que possible faire bonne figure et accepter de boire le calice jusqu'à la lie, qu'est-ce que vous voulez. Il est conduit au-delà des limites de la cité, jusqu'à ce qu'il désormais sera son logement, du moins tant que le prix de sa libération n'aura pas été fixé et réglé. C'est une énorme rançon qu'on demande. Le logement en question, c'est un bâtiment cossu, confortable, l'hôtel de Savoie. Après tout, en la circonstance, les Plantagenets n'humilient pas moins leur hôte en le traitant bien. À quoi pense-t-il Jean II au moment de s'installer dans ces beaux quartiers d'exil? Difficile de le savoir, mais on peut supposer que sa défaite récente et ses conséquences funestes assaillent sa mémoire, l'empêchent de dormir, lui et là, qui cultive maintenant ses regrets. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour le roi Jean, tout s'est joué au cœur de l'année précédente. Donc en 1356, ça faisait déjà presque 20 ans que ce que nous appelons la guerre de 100 ans avait commencé, et en ce qui concerne la France, avait très mal commencé, puisque les Anglais qui réclamaient pour leur roi la couronne des Valois ont pris notamment l'habitude de semer la terreur en organisant souvent, à travers le territoire français, ce qu'on appelle des chevauchées, c'est-à-dire des campagnes de pillage sans merci. Fidèle à cette activité lucrative, le prince noir a donc pris la tête pendant l'été 1356 d'une nouvelle chevauchée. Parmi ses cibles, les contreforts occidentaux du Massif central, l'appétissant Berry. Ça commence à devenir beaucoup, ça. C'est-à-dire que les Anglais s'étendent, et pour le roi Jean, c'en est trop. Il a fallu en finir avec les courses et les malices de ses ennemis, selon son expression, ayant avec lui de nombreuses troupes. Le roi Jean, s'était lancé en direction du maudit prince anglais avec l'intention de l'arrêter, bien entendu. Et le choc des armées s'est produit le 19 septembre 1356 sur le plateau de Maupertuis, pas loin de Poitiers. C'est pour ça qu'on parle de la bataille de Poitiers. D'abord, Jean pouvait être confiant puisqu'il a bénéficié de l'avantage du nombre. Seulement, à mesure que le combat s'est déroulé, l'espoir s'est mué en peur. L'armée anglo-gasconne, avec ses archers redoutables, était en train de réitérer un exploit comparable à celui de la bataille de Crécy, qui avait eu lieu en 1346, donc 10 ans plus tôt, et même pire, puisque l'honorable roi de France, qui s'est refusé à s'échapper, est passé sous les forges caudines et s'est laissé enserrer par des troupes adverses. Face à ce danger, il a mobilisé tout son courage, son arme à la main. Vous connaissez, c'est très célèbre ça. Il s'agit de se battre dignement jusqu'au bout. Le roi acculé avec son fils, le jeune Philippe, blotti contre lui, et père, gardez-vous à droite et père, gardez-vous à gauche. Mais la hardiesse du roi n'a pas pour autant suffi. Dépassé, Jean a fini par se faire capturer par les Anglais. C'était pour
pour ses adversaires la garantie d'une immense rançon. C'était pour l'Angleterre un moyen de pression extraordinaire pour imposer aux Valois un traité cruel. Le royaume a vu ainsi son souverain forcé à l'exil, d'abord à Bordeaux, au cœur de l'Aquitaine anglaise, et puis un petit peu plus tard donc à Londres. Et maintenant pour lui, la seule question qui se pose vraiment est de savoir comment sortir d'un tel abîme. Vous écoutez Radio Classique. Quelle catastrophe et quelle disgrâce divine que cette captivité du roi de France en Angleterre. Difficile aujourd'hui de se figurer le bouleversement qu'a pu représenter pour tout le royaume la capture du roi et sa détention outre-Manche. En son absence, celui qui devient lieutenant général du royaume de France, c'est son fils qui n'a même pas 18 ans, le dauphin Charles. Le poids qui repose sur les épaules du jeune Charles est à peine concevable. Certes, une trêve a été négociée avec l'Angleterre, mais parvenir à une paix solide, garantie par un traité qui permettrait le retour du roi, tout ça paraît une perspective presque inaccessible. Parce que les Anglais, bien sûr, réclament une somme astronomique et comme si ça ne suffisait pas, ils ont bien l'intention de dépecer au passage la couronne de France pour accroître leur propre territoire. C'est de l'hôtel mis à la disposition de gens près de Londres que le roi captif observe de loin la situation évoluer. Les angoisses qu'il nourrit pour son royaume sont un petit peu adoucies, c'est vrai, par l'attitude que le roi Édouard III a choisi d'adopter à son égard. Le roi d'Angleterre l'autorise en effet à mener une existence assez agréable. Une espèce de cour assez aimable et rassurante va se former bientôt autour de lui. On le voit courir le gibier, participer à toutes sortes de divertissements. Il se taille aussi auprès du peuple anglais la réputation d'un digne chevalier prodigue. À mon avis, c'est ça surtout, c'est que comme il a la générosité chevillée au corps, ce roi, on se presse autour de lui, bien sûr. Pendant ce temps, sur le continent, alors que les mois passent, le pauvre dauphin Charles, lui, n'a vraiment pas de quoi s'amuser. D'abord, son besoin d'argent est urgent, il y a le traumatisme de la défaite qui favorise l'apparition d'immenses difficultés politiques. Il va devoir affronter des révoltes parisiennes à rebondissement menées par Étienne Marcel, vous savez, la célèbre révolution d'Étienne Marcel, et puis il y a ce brigandage généralisé à travers tout le royaume, ainsi qu'une grande rébellion paysanne, ce qu'on appelle une jacquerie. Il y a aussi des rivalités princières sur lesquelles plane l'ombre du fameux roi de Navarre, Charles le Mauvais. Bref, le jeune dauphin Charles a beau être solide, adroit, courageux, brave jeune homme, ça fait quand même beaucoup à gérer pour lui. Et ces désordres cumulés donnent encore à Édouard III des raisons de se montrer plus exigeant s'il le fallait dans les interminables tractations de paix. D'ailleurs, dans l'idée d'augmenter la pression, il se met en Angleterre à traiter Jean différemment. Il faut vous dire que le roi valois s'est fait prendre la main dans le sac, si je puis dire, en train de jouer une sorte de double jeu, puisqu'il entretenait une correspondance avec son fils et que cette correspondance a été découverte. Et dans cette correspondance, il expliquait qu'il se refusait obstinément à céder le moindre de ses territoires aux Anglais. De quoi, bien sûr, irriter quand même le Plantagenet. Je cite Jean de Vios. « Décidément, on lui a fait jusqu'ici la vie trop douce. On va maintenant le mater. Fini les soupers, plus de chevaux, de chiens et de faucons. Terminez les promenades dans Londres et les courses à Windsor. Oubliez les places réservées dans les tournois. Pour l'amener à récipiscence, on va l'expédier à Somerton dans le comté de Lincoln. La région est désolée et le château a la silhouette d'une sinistre forteresse. » Finalement, après avoir hésité, Édouard III va quand même changer d'avis. Il va revenir sur les décisions de sévérité qu'il venait de prendre à l'égard de son concurrent malchanceux, mais la marge de liberté du roi Jean n'en est pas moins réduite, et fort réduite. De quoi éprouver le roi qui rêve de revoir ses palais et ses sujets. Alors au début de l'année 1359, après déjà 2 ans d'exil, il consent peut-être par ruse, mais aussi peut-être sincèrement, je n'en sais rien, il consent à un accord qui est très défavorable à la France, accord que son fils en France refuse d'ailleurs d'entériner. Soit, Édouard III sait comment faire payer à la famille royale française ses atermoiements, il durcit encore la détention de Jean, et puis surtout, il lance une nouvelle offensive armée
offensive meurtrière sur le continent. Mais cette attaque ne va pas se passer aussi bien que d'habitude pour Édouard III. Cette fois, les Français ont décidé de résister. Ça bouscule un petit peu toutes ces certitudes, ce qui est en train de se passer. Il y a une forme de doute qui est en train de s'immiscer dans l'esprit du roi d'Angleterre, du roi Édouard. Et pour lui et pour ses adjoints, un coup du sort paraît désormais possible. Par exemple, on juge plus avisé de reclure le roi Jean à la Tour de Londres où personne ne pourra essayer d'aller le chercher. Finalement, cette sorte de crise de confiance semble pousser Édouard à se montrer plus raisonnable dans les exigences qu'il manifestait pour conclure la paix. Et en mai 1360, les Anglais et les Français, enfin, vont pouvoir conclure un accord. C'est le célèbre traité de Bretigny, qui reste un coup terrible quand même pour les Valois, puisqu'ils vont devoir céder aux Plantagenets une grosse partie de l'ouest de leur royaume, pas la Normandie quand même, ni l'Anjou d'ailleurs, mais beaucoup de terres et puis surtout beaucoup d'argent, 3 millions d'écus. C'est le coût de la paix, c'est le coût de la liberté du roi, et puisque la rançon n'est pas payable tout de suite, 2 fils cadets de Jean, entre autres, doivent faire office de caution. Ils vont donc aller en prison à la place de leur père. Jean II, lui, traverse la Manche dans l'autre sens pendant l'été 1360. Il aura quand même passé plus de 3 ans en Angleterre. Est-ce que c'est pour autant maintenant la fin du cauchemar qui avait commencé à Poitiers ? Eh bien, en fait, non. Hélas, pas vraiment. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Jean est en cours de libération et dans une cérémonie qui se tient à Calais en juin 1360, Calais est anglaise à l'époque bien sûr, Jean II et Édouard III se promettent de tenir leurs engagements respectifs. Après leur séparation, le souverain français regagne son domaine. Plusieurs haltes plus tard, il est à Paris. On est donc là à la toute fin de l'automne. C'est un retour qui peut ressembler, toute proportion gardée, à une forme de réparation après l'humiliation qu'on avait faite subir à Jean lors de son arrivée à Londres. Je cite Jean de Vios. « Il chevauche sous un dais d'or, soutenu par 4 chevaliers. L'accueil est délirant. Sur son trajet, les rues et le grand pont croulent sous les guirlandes. À la porte Saint-Denis, le vin coule à flot d'une fontaine. On assiste au déferlement d'une foule de plus en plus nombreuse. Le peuple aime et acclame ce roi malheureux et brave qui rentre chez lui. Jean II reprend les rênes de son royaume ruiné. Les mois passent. Ce sont des mois vraiment éprouvants. Ça n'empêche pas le roi de nourrir quelques ambitions prestigieuses. Il songe même à reprendre la tête d'une croisade. Rien, peut-il estimer, ne pourrait plus redorer son blason de roi chevalier que de se croiser et de partir pour la croisade. Et pendant ce temps, dans la langueur de l'hiver qui s'installe, ses fils captifs là-bas, en Angleterre, trépignent d'impatience. Comme leur liberté leur manque, les princes des fleurs de lys se voient otages jusqu'à la fin de leurs jours, nous dit Françoise Autran, donc biographe de Charles V, tant on a pris de retard pour le paiement de la rançon. Et voilà qu'à la fin de 1363, le prince Louis d'Anjou, qu'on a laissé aller en pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne, refuse de revenir se constituer prisonnier. Il semble qu'il ait revu son épouse, dont il était maintenant éloigné depuis plusieurs années du fait de son exil, et dès lors, il n'aurait pas pu de nouveau se séparer d'elle, tout simplement. Quand le roi Jean apprend ça, il est effondré. C'est une traîtrise qui lui paraît affreuse, honteuse. Alors, le roi va prendre une initiative radicale, mais qui répond au code de l'honneur qu'il considère lui comme plus important que quoi que ce soit d'autre. Le roi reprend la route de l'Angleterre, mais oui, il va se livrer lui-même aux Plantagenets en remplacement de son fils déloyal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, derrière ce très beau geste souvent raconté, il faut vous dire qu'il y a peut-être des motivations politiques. Jean, sans doute, entend convaincre les Plantagenets de trouver de nouveaux termes pour le règlement de sa dette, qui est une dette absolument colossale. Et puis, concentré sur son idée de croisade, il veut peut-être pousser Édouard III, les yeux dans les yeux, à prendre part à l'expédition qu'il projette au service du Christ. Bref, au moment où Jean pose le pied en terre anglaise, en janvier 1364, il fait un froid terrible. Le roi, au bout de son voyage, est sans doute soulagé de se réfugier près des cheminées crépitantes qu'on a préparées pour son accueil. Alors il revoit le roi Édouard, qui clairement n'est pas surexcité à l'idée de partir en croisade, c'est le moins qu'on puisse dire, mais néanmoins, les Anglais témoignent tout leur respect pour ce roi de France, à l'honneur scrupuleux, son choix de consentir à un nouvel exil, mais un
un petit peu d'huile dans les rouages diplomatiques, si je peux oser cette image. Le roi, de 44 ans maintenant, a peut-être cependant présumé de ses forces pendant cette saison si dure, et en mars, une maladie le saisit. Les exilés de sa petite cour londonienne l'observent au gré des semaines qui flanchent et qui flanchent chaque jour davantage. Le 8 avril, alors que Londres est plongée dans la nuit très froide, l'agonie du roi prend fin, ses yeux se referment à jamais. Le valeureux roi Jean n'aura pas pu revoir son royaume. Au dauphin Charles, de reprendre maintenant le flambeau, et pour de bon cette fois, à lui, qui s'appelle maintenant le roi Charles V, à lui de tenter de remettre la France en selle, avec moins d'obsession chevaleresque peut-être que son père, mais avec sans doute, il faut l'espérer, et je peux vous rassurer parce que ce fut le cas, une réelle efficacité. Vous écoutez Radio Classique.